Meurtre bouleversant d'une avocate brillante dans son appartement parisien. La pluie tombait sans discontinuer sur les toits du 11e arrondissement ce soir-là. Une pluie fine, persistante, qui faisait luire les pavés de la rue de la Forge Royale sous les lampadaires. Il était un peu plus de 22 heures quand un voisin, inquiet d'un bruit sourd suivi d'un long silence, décida d'appeler la police. Quelques minutes plus tard, 2 agents de la brigade de nuit se présentaient devant un immeuble cossu aux murs clairs, typique du Paris réhabilité d'après-guerre. L'appartement au 3e étage appartenait à Camille Durand, 34 ans, avocate pénaliste réputée, connue pour sa rigueur et son éloquence. Quand les forces de l'ordre parvinrent à forcer la porte, une odeur métallique, dense, s'échappa aussitôt. L'un des agents alluma sa lampe torche. Au sol, dans le salon, une silhouette féminine gisait face contre terre, à moitié recouverte d'un plaid. Autour d'elle, des éclaboussures sombres marquaient le parquet ciré. L'appartement, à première vue, ne portait pas de traces de lutte. Rien n'était renversé, aucun tiroir forcé. Tout semblait étrangement en ordre, comme si la vie s'était interrompue au milieu d'une soirée ordinaire. L'agent principal, en s'approchant, nota le téléphone portable brisé près du canapé et sur la table basse, une coupe de vin rouge encore à moitié pleine. L'instant d'après, le silence de la pièce fut troublé par les pas rapides des techniciens de la police scientifique. La lumière des flashs photographiques zébrait la pénombre, révélant par éclat la brutalité de la scène. Le corps fut identifié quelques minutes plus tard. Il s'agissait bien de Camille Durand, retrouvée sans vie dans son propre appartement. Selon les premières constatations, la victime présentait une blessure nette à la tête et plusieurs marques de strangulation. Rien n'indiquait une effraction. Dans la rue, derrière les bandes jaunes installées à la hâte, les curieux s'agglutinaient déjà. Le nom de Camille circulait à voix basse. Certains la connaissaient du barreau, d'autres l'avaient vue passer chaque matin avec son attaché-case noir. Une figure familière du quartier, discrète, polie, toujours pressée. Ce soir-là, le contraste entre la banalité de la façade et l'horreur de ce qui venait d'être découvert donnait à la scène une étrangeté glaciale. Au commissariat du 11e, la nouvelle se propagea rapidement. Une avocate pénaliste, tuée dans son propre domicile, l'affaire promettait d'être médiatiquement explosive. Le procureur de Paris fut alerté avant minuit et une cellule d'enquête conjointe avec la brigade criminelle de la PJ fut immédiatement ouverte. Les premières heures furent donc consacrées à sécuriser les lieux. L'équipe médico-légale inspecta chaque pièce. Salon, cuisine, chambre, salle de bain. Aucun signe de cambriolage, pas de traces d'effraction sur la porte d'entrée. En revanche, une chose intrigua les enquêteurs. L'ordinateur portable de Camille avait disparu. Sur le bureau, les papiers d'un dossier juridique étaient éparpillés. Mais une chemise manquait. Dans la poubelle, un morceau de papier arraché portait les mots « procès vendredi ». La voisine du dessous, une femme âgée, déclara avoir entendu un bruit sourd vers 22 heures, comme si quelque chose tombait. Elle précisa avoir aussi perçu une voix masculine, pas familière, avant que le silence ne retombe. L'enquête s'orienta d'abord vers la piste personnelle. Les enquêteurs fouillèrent les contacts récents de la victime. Collègues, clients, amis, anciens conjoints. Camille vivait seule depuis 2 ans. Après une séparation difficile d'avec un autre avocat, Thomas Leclerc, spécialisé en droit des affaires. Les premiers témoignages dressèrent le portrait d'une femme brillante, perfectionniste, passionnée par son métier. Ses collègues parlaient d'une professionnelle exigeante, parfois distante, mais profondément intègre. Elle travaillait sur plusieurs affaires sensibles, dont certaines impliquaient des réseaux politiques et financiers. Dans le hall du palais de justice, la nouvelle de sa mort fit l'effet d'un choc. Certains murmuraient déjà qu'elle en savait trop, d'autres évoquaient une affaire de vengeance personnelle. Vers 2 heures du matin, le corps fut transporté à l'Institut médico-légal pour autopsie. Dehors, la pluie redoublait d'intensité. Sous la lueur bleue des gyrophares, Paris semblait suspendu dans une torpeur silencieuse. Le capitaine Benoît Charrier, chargé de diriger l'enquête, observait la scène avec ce regard fatigué des hommes qui ont déjà trop vu. Il savait que chaque détail compterait, l'ordre des objets, la position du corps, le verre de vin intact. Tout indiquait que Camille connaissait son agresseur. Aucun signe d'effraction, la porte avait été ouverte de l'intérieur. Au petit matin, la presse commença à relayer l'affaire. Une avocate retrouvée morte chez elle, à Paris, titrait déjà les premières éditions en ligne. Sur les réseaux sociaux, les messages de condoléances se mêlaient aux rumeurs. Certains rappelaient ces plaidoiries célèbres, d'autres évoquaient des menaces reçues des quelques semaines auparavant. Mais dans l'immédiat, aucune hypothèse ne pouvait être confirmée. Était-ce un règlement de compte, un drame passionnel ou un crime lié à l'un de ces dossiers? Les enquêteurs durent admettre qu'il manquait encore de certitude. Une seule chose était claire, rien dans la vie ordonnée de Camille Durand ne semblait présager une telle fin. Sous la lumière froide du petit matin, la façade de l'immeuble reprit son apparence banale. Les passants, en allant au travail, ignoraient que derrière ces murs s'était joué un drame dont Paris allait parler pendant des mois.
Pour le capitaine Charrier, une longue enquête commençait. Et dans cette affaire, il allait bientôt découvrir que la victime cachait des secrets que même ses plus proches amis ignoraient. Une enquête qui, dès les premières heures, allait confronter la police à un enchevêtrement de pistes, de contradictions et de mensonges soigneusement dissimulés. Le jour se levait lentement sur Paris, drapant la ville d'une lumière pâle, presque laiteuse. Les rues encore mouillées brillaient sous les reflets des vitrines. Dans le 11e arrondissement, l'immeuble de la rue de la Forge-Royale retrouvait son calme apparent. Les rubans de la police étaient toujours accrochés aux barrières, mais la vie du quartier reprenait indifférente. À cette heure-là, les habitants pressés ignoraient tout de la femme dont l'appartement restait scellé. Pourtant, Camille Durand n'était pas une inconnue dans le milieu parisien. Avocate au barreau depuis plus de 10 ans, elle s'était fait un nom dans les affaires complexes, souvent médiatisées. Née à Lyon, fille unique d'un couple d'enseignants, elle avait choisi très tôt la voie du droit. Ses professeurs parlèrent d'une élève brillante, obstinée, presque obsessionnelle. Après Sciences Po et l'école du barreau de Paris, elle avait intégré un cabinet réputé, Lefebvre & Associés, avant de créer sa propre structure à 30 ans. Ce qui frappait chez elle, disaient ses confrères, c'était sa capacité à garder la tête froide dans les dossiers les plus sensibles. Camille ne plaidait pas pour convaincre, elle plaidait pour démanteler, se souvenait une consoeur. Derrière son allure calme se cachait une redoutable stratège. Ses plaidoiries étaient précises, sans effets inutiles. Elle savait doser les silences, les regards, les inflexions. Elle défendait des clients parfois controversés, des hommes d'affaires accusés de corruption, des élus soupçonnés de détournement, des particuliers mêlés à des scandales financiers. Mais en dehors du tribunal, peu de gens connaissaient vraiment la femme derrière l'avocate. Camille vivait seule depuis sa séparation avec Thomas Leclerc, un avocat d'affaires rencontré lors d'un colloque. Leur histoire, commencée dans la passion, s'était terminée dans un silence froid, après 3 ans de vie commune. Depuis, Camille semblait s'être enfermée dans un cercle strict. Travail, sport, lecture, quelques rares dîners avec des amis. Elle cultivait une solitude presque méthodique, refusant toute intrusion dans son intimité. Son appartement, un 3 pièces lumineux qu'elle avait acheté 2 ans plus tôt, reflétait ce tempérament. Sobriété, ordre, absence de fioritures, les murs clairs, les meubles en bois clair, une bibliothèque bien rangée où se mêlaient traités de droit, romans policiers et biographies judiciaires. Sur son bureau, toujours bien aligné, trônaient 2 cadres. L'un montrait ses parents, installés à Lyon, l'autre une photo d'elle, ses plus jeunes, robe noire sur les marches du palais de justice. Pourtant, plusieurs proches avaient remarqué, ces derniers mois, un léger changement. Camille semblait tendue, parfois distraite. Elle avait perdu du poids, dormait mal. Une amie, Élise Martin, confia plus tard aux enquêteurs. Elle m'a dit qu'elle se sentait suivie, mais elle ne voulait pas en parler. Elle disait que c'était sûrement rien, juste une impression. Élise, collègue de longue date, se souvenait aussi d'une conversation troublante, 1 semaine avant le drame. Elle m'a parlé d'un dossier qui la mettait mal à l'aise, quelque chose de dangereux selon ses mots. Je lui ai demandé si elle voulait qu'on en parle au cabinet, mais elle a esquivé. Elle disait que tout irait bien. À ce moment-là, personne ne soupçonnait que Camille se sentait réellement menacée. Pendant que la police passait au crible sa vie personnelle, la presse commençait à fouiller sa carrière. Les titres s'enchaînaient, l'avocate des causes sensibles retrouvée morte à Paris, Camille Durand, la juriste des puissants. Certains médias rappelaient qu'elle avait récemment défendu un entrepreneur mis en cause dans un scandale politico-financier. D'autres insinuaient qu'elle s'apprêtait à témoigner dans une affaire embarrassante. Dans les locaux du barreau, l'émotion était palpable. Ses collègues de promotion évoquaient une femme droite, loyale, incapable de compromission. Une autre avocate, plus jeune, raconta à la police « Elle m'avait prévenu, quand on touche aux mauvaises affaires, il faut savoir jusqu'où on veut aller. » Pour le capitaine Benoît Charrier, ses confidences dessinèrent un profil inquiétant. Celui d'une femme lucide sur les dangers de son métier, mais convaincue de pouvoir les maîtriser. Ce qui l'interpella surtout, c'était la disparition de son ordinateur et de cette chemise manquante. Si Camille avait travaillé sur un dossier sensible, quelqu'un avait peut-être voulu effacer les traces. Les enquêteurs se penchèrent alors sur son emploi du temps des derniers jours. D'après son agenda, elle devait rencontrer un client jeudi soir, la veille de sa mort. Aucun nom n'était indiqué, seulement les initiales JM. Le téléphone de Camille, retrouvé endommagé, permit de récupérer quelques fragments de messages. « On se voit demain, comme prévu. Pas ici, trop risqué. Je veux que ce soit clair entre nous. » Mais la conversation s'interrompait brusquement. Aucune trace d'un rendez-vous confirmé. Dans son immeuble, les voisins dressèrent le portrait d'une femme polie, discrète, sans histoire. L'un d'eux se souvenait, on la croisait parfois en train de rentrer tard, toujours en tailleur sombre, l'air fatigué mais digne. Elle disait bonsoir, sans plus. Un autre témoignage retint l'attention. Un livreur, habitué des lieux, affirma avoir vu 2 jours avant le drame un homme sortir de l'immeuble en fin de soirée.
Grand, manteau sombre, regard fuyant. Il tenait un sac en cuir. Aucun des voisins ne l'avait jamais vu auparavant. Pendant ce temps, la mère de Camille, informée du drame, arriva de Lyon dès le lendemain matin. En voyant la façade de l'immeuble, elle s'effondra. « Ma fille n'avait pas d'ennemis », répétait-elle à la police, elle voulait juste faire son métier correctement. Pourtant, au fond d'elle, une angoisse ancienne remontait. Ces derniers temps, Camille lui avait semblé nerveuse. Lors de leur dernier appel, elle lui avait dit d'un ton grave « Maman, si jamais il m'arrive quelque chose, ne crois pas que c'est un hasard ». Des mots qui, sur le moment, avaient paru exagérés, mais qui, à la lumière du drame, résonnaient désormais comme un avertissement. Au siège de la PJ, Benoît Charrier relisait une à une les notes du dossier. Plus il avançait, plus une certitude se dessinait. Le meurtre de Camille n'était pas le fruit du hasard. Et dans les coulisses feutrées du monde judiciaire parisien, certains commencèrent déjà à redouter ce que cette affaire pourrait révéler. Les jours qui suivirent la découverte du corps de Camille Durand plongèrent le monde judiciaire parisien dans une stupeur silencieuse. Dans les couloirs du palais de justice, les conversations s'interrompaient dès qu'on prononçait son nom. Ses collègues évitèrent les commentaires, mais dans les regards se lisait l'incompréhension, la peur et une admiration mêlée de tristesse. Camille incarnait cette réussite discrète que beaucoup enviaient, une femme indépendante, respectée, sans tache apparente. Pourtant, à mesure que les enquêteurs retraçaient les liens de sa vie, l'image lisse commençait à se fissurer. La brigade criminelle passa au crible son entourage, ses appels, ses messages, ses habitudes. 3 noms revinrent aussitôt: Thomas Leclerc, son ancien compagnon, Élise Martin, sa confidente et collègue, et Jean Morel, un client au profil troublant dont les initiales figuraient dans son agenda la veille du drame. Thomas Leclerc, 40 ans, avocat d'affaires connu, représentait le versant opposé du monde de Camille. Ambitieux, médiatique, séducteur. Leur rencontre, quelques années plus tôt, avait d'abord été une évidence. 2 têtes brillantes, 2 tempéraments dominants, réunis par la passion du droit. Ensemble, ils formaient un couple que la profession admirait. Mais, derrière les apparences, le vernis s'était rapidement craquelé. Thomas aimait la lumière, les relations d'influence, les deals en coulisses. Camille, elle, tenait à l'intégrité absolue de sa pratique. Les disputes devinrent fréquentes, leur rupture fut brutale. D'après Élise, c'est Camille qui avait pris la décision après avoir découvert de quelque chose qu'elle refusa toujours d'expliquer. Lors de son audition, Thomas afficha une assurance glaciale. Il jura n'avoir aucun contact avec elle depuis des mois. Pourtant, les relevés téléphoniques prouvèrent aussi le contraire. 3 appels non répondus de Camille 1 mois avant sa mort. Interrogé sur ses tentatives, il répondit d'un ton sec « Elle voulait me parler d'un dossier. Je n'avais rien à lui dire. » Charrier, en face de lui, nota son calme excessif, presque calculé. L'homme semblait réciter un rôle appris. À l'opposé, Élise Martin apparut comme une présence lumineuse dans la vie de Camille. 36 ans, avocate également, elle fut la seule à recevoir ces confidences rares et fragmentaires. Leur amitié reposait sur la confiance et le silence. Élise déclara avoir parlé à Camille la veille de sa mort, vers 20h30. Elle était tendue, mais pas paniquée. Elle m'a dit qu'elle devait régler quelque chose avant le lendemain, puis elle a changé de sujet. Quand les policiers fouillèrent son bureau, Élise remit spontanément une enveloppe que Camille lui avait confiée au cas où. À l'intérieur, des notes, des copies d'emails et un extrait d'audit portant le nom d'une société, Morel Capital. Ce nom fit l'effet d'un signal d'alarme. Jean Morel, 52 ans, chef d'entreprise, président d'un groupe d'investissement immobilier, n'était pas un inconnu. Déjà cité dans plusieurs affaires de fraude, il avait toujours échappé aux poursuites. Camille l'avait défendu dans un contentieux civil, mais les documents retrouvés laissaient de penser qu'elle enquêtait sur ses activités pour d'autres raisons. Dans un carnet personnel, on pouvait lire une phrase griffonnée de sa main « Certaines opérations dépassant le cadre du droit. Danger potentiel ». Convoqué au 36, quai des Orfèvres, Morel se présenta accompagné de son avocat. Son attitude calme, presque hautaine, agaça Charrier. « J'ai le plus grand respect pour Maître Durand. Je n'avais aucune raison de lui nuire, déclara-t-il. Mais les SMS retrouvés sur son téléphone contredisaient son ton poli. « Tu vas trop loin, Camille. Ce n'est pas à toi de décider ce qui est dangereux. » Morel resta de marbre. Elle interprétait mal certaines choses. J'ai simplement voulu la calmer. Charrier referma le dossier sans un mot. Au fond de lui, il savait qu'il venait de mettre le doigt sur quelque chose de plus vaste. Pendant ce temps, un autre détail émergea des archives. Le père de Camille, professeur de philosophie à Lyon, évoqua une ancienne affaire que sa fille avait mal vécue. 5 ans plus tôt, elle avait travaillé sur la défense d'un industriel influent, acquitté malgré des preuves accablantes. Après le verdict, elle avait confié à ses parents « Ce jour-là, j'ai compris que la vérité ne suffit pas toujours. » Depuis, disait son père, elle s'était promis de ne plus jamais fermer les yeux. Ce souvenir résonna étrangement avec la tension qui entourait sa mort.
Et si Camille avait tenté, à travers une nouvelle affaire, de réparer une erreur ancienne? Si, en cherchant la vérité, elle avait remué ce qu'il ne fallait pas? Dans les bureaux de la PJ, l'équipe de Charrier travaillait jour et nuit. Le portrait de Camille se précisait, une femme droite, méthodique, mais habitée d'une conscience brûlante. Quelqu'un qui, une fois qu'elle avait décidé d'aller jusqu'au bout, ne reculait devant rien. Ce caractère, admirable pour certains, fatal pour d'autres, avait peut-être signé son arrêt de mort. Pendant que la presse exploitait l'affaire, publiant portraits et hommages, les enquêteurs, eux, s'enfoncèrent dans un labyrinthe d'intérêts croisés, d'argent et de mensonges élégants. Et au centre, une vérité simple, Camille Durand avait dérangé des gens puissants, des gens pour qui la justice n'était qu'un outil, jamais une fin. Sous la lumière froide du néon, le capitaine Charrier leva les yeux de son rapport. Dans le silence du bureau, il sentit qu'il touchait à une vérité dangereuse. Mais il savait aussi qu'à Paris, certaines vérités coûtent cher. La pluie s'était enfin arrêtée sur Paris, mais l'atmosphère restait lourde, suspendue. Dans le bureau du capitaine Charrier, les dossiers s'empilaient, les photos de la scène de crime tapissaient un mur entier. Il y avait là le visage de Camille, les plans de son appartement, la liste de ses appels, les copies de ses emails. Chaque détail semblait contenir un indice, mais rien ne formait encore un sens clair. L'enquête stagnait. Et cette stagnation, Charrier la sentait comme une menace silencieuse. Depuis la découverte du dossier, Morel Capital, entre les mains d'Élise Martin, tout prenait une tournure plus complexe. Le meurtre d'une avocate n'était plus seulement une tragédie privée, mais le possible symptôme d'un scandale enfoui. L'équipe d'investigation commença à fouiller les affaires gérées par Camille durant les derniers mois. 3 dossiers attirèrent l'attention, tous liés, d'une manière ou d'une autre, à des sociétés offshore et à des transferts suspects entre la France et le Luxembourg. Un soir, dans la salle d'analyse, un jeune inspecteur posa un dossier sur la table. « Capitaine, regardez ça. Camille a plaidé en janvier pour une filiale de Morel Capital, mais 2 mois plus tard, elle a déposé une requête contre eux sous un autre cabinet. Une contradiction flagrante, presque suicidaire professionnellement. Pourquoi aurait-elle attaqué son propre client ?» Charrier fronça les sourcils. Il savait que ce genre d'acte n'était pas anodin. Soit Camille avait découvert quelque chose de grave, soit elle avait tenté de se protéger d'un engrenage dont elle ne maîtrisait plus les règles. La fouille de ses relevés bancaires ne révéla rien de compromettant. Pas de transfert taux suspect, pas de paiements illicites. En revanche, plusieurs retraits en espèces. Inhabituel pour quelqu'un d'aussi méticuleux. Toujours le même montant, 500 €, répété 3 fois au cours du mois précédent. Comme si elle avait voulu échapper à toute traçabilité. Les enquêteurs décidèrent alors de reprendre le fil de ses déplacements. Grâce aux caméras de vidéosurveillance, ils purent reconstituer partiellement ces derniers jours. Le mercredi soir, Camille avait quitté son cabinet à 21h17, seule son manteau beige sur les épaules. Elle avait marché jusqu'à la station Bastille, puis bifurqué vers une brasserie discrète, le square Tournelle, où elle retrouva un homme qu'on n'identifia pas immédiatement. La caméra montrait 2 silhouettes attablées près de la vitrine. Camille, droite, concentrée, et un homme plus âgé, cheveux gris, lunettes épaisses. La conversation dura 40 minutes. À la fin, Camille semblait contrariée, presque nerveuse. Elle quitta le café sans un mot. L'homme resta seul, observant la pluie tomber à travers la vitre. Le lendemain, à la même heure, elle était morte. Quand Charrier interrogea le patron du café, celui-ci se souvenait vaguement de la scène. Elle avait l'air tendue. « Oui, l'homme ?» Un client régulier, je crois. Toujours poli, mais je ne connais pas son nom. Quelques jours plus tard, l'homme fut identifié. Gérard Duhamel, ancien magistrat, aujourd'hui consultant pour plusieurs entreprises, dont Morel Capital. Son audition fut un tournant. Duhamel, calme, maîtrisé, reconnut avoir rencontré Camille à sa demande, pour clarifier un malentendu professionnel. Selon lui, elle s'était montrée épuisée, à bout. Il affirma qu'elle craignait pour sa réputation après avoir été mal conseillée. Mais ses réponses précises, presque préparées, dérangèrent de Charrier. « Vous dites qu'elle semblait épuisée. Avait-elle peur ? Je n'en ai pas eu l'impression. Plutôt de la colère, je dirais. Colère. » Le mot resta suspendu dans l'air. Ce même jour, Élise fut rappelée au commissariat pour un complément d'audition. Elle confirma que Camille était devenue méfiante envers tout le monde. Elle avait cette impression d'être surveillée. Un soir, elle m'a dit qu'on l'avait suivie jusqu'à chez elle. Elle n'en a jamais parlé à la police, de peur de paraître paranoïaque. Élise se tut un instant, puis ajouta « Je crois qu'elle savait que quelqu'un la trahissait ». Ces mots eurent un effet immédiat sur l'équipe. Si Camille soupçonnait une trahison, c'est qu'elle s'était confiée à la mauvaise personne. Dans le bureau de la PJ, Charrier fit venir l'inspectrice Lemoine, experte en cybercriminalité. En fouillant plus en profondeur les sauvegardes du téléphone, elle découvrit un enregistrement audio daté de 3 jours avant la mort. On y entendait la voix de Camille, calme mais tendue. « Tu m'as menti, tu savais ce qu'il faisait ? Camille, écoute-moi. » « Non. Cette fois, je ne couvrirai pas ça. »
Puis un bruit de chaise, un claquement sec, et le fichier s'interrompt. Le son fut nettoyé, amplifié, mais la deuxième voix demeurait trop déformée pour être identifiée. Masculine, grave, assurée, peut-être Thomas. Peut-être Morel, peut-être un autre. Pendant plusieurs jours, Charrier ne dormit presque pas. L'affaire lui glissait entre les doigts. Chaque découverte ouvrait une nouvelle piste. Les preuves se contredisaient, les témoins se rétractaient. Le procureur commençait à s'impatienter. Une avocate assassinée au cœur de Paris, et rien de concret après une semaine ? Gronda-t-il lors d'une réunion. Mais Charrier refusait les conclusions faciles. Tout dans cette affaire portait la marque d'un travail propre, froid, calculé, trop propre pour un crime passionnel, trop net pour un cambriolage qui aurait mal tourné. Une nuit, seul dans son bureau, il relut les dernières notes de Camille. Les phrases griffonnées sur un carnet témoignaient d'un esprit lucide mais traqué. « Si je tombe, c'est que je n'ai pas su me taire à temps. » À ce moment-là, il comprit que la clé n'était peut-être pas dans ce qu'elle avait dit, mais dans ce qu'elle avait refusé de dire. Le lendemain matin, il convoqua Élise une nouvelle fois. « Vous êtes certaine qu'elle ne vous a rien laissé d'autre ? » Pas un message, pas une clé USB, rien. Élise hésita, détourna le regard, puis glissa la main dans son sac. « Elle m'a donné ça 2 jours avant. Elle m'a dit « Si un jour tu n'as plus de nouvelles, donne-le à quelqu'un en qui tu crois. » C'était une clé USB, minuscule, argentée. Charrier la prit entre ses doigts. Dans le reflet du métal, la lumière froide du néon sembla trembler. Il savait, au fond de lui, que cette clé contenait plus que des documents juridiques. Peut-être la vérité. Peut-être la raison pour laquelle Camille Durand avait été tué. Le jour où la clé USB fut découverte, une tension nouvelle s'installa au sein de l'équipe. Charrier, d'ordinaire calme, paraissait nerveux, presque fébrile. Il avait ordonné que le contenu soit analysé en interne, sans informer le procureur, sans même prévenir la direction. Trop de fuites ces derniers temps, trop de regards intéressés autour de cette affaire. Dans la petite salle technique, l'inspectrice Lemoine branchait la clé sur un ordinateur isolé du réseau. L'écran resta noir quelques secondes, puis une arborescence apparut. 4 dossiers, simplement nommés A, B, C et D. Pas de cryptage apparent, mais une structure trop propre pour être anodine. Le premier dossier contenait des relevés bancaires et des factures d'une société écran basée au Luxembourg. Les montants y étaient considérables, répartis entre plusieurs bénéficiaires dont les noms rappelaient des élus locaux et des chefs d'entreprise. Dans le deuxième dossier, des courriels échangés entre Jean Morel et un cabinet d'audit contenaient des instructions précises sur des réallocations discrètes. Mais c'est le troisième dossier qui glaça la pièce. Une série d'enregistrements audio de réunions confidentielles tenus dans les bureaux même de Morel Capital. Camille avait visiblement enregistré ces conversations en secret. La voix de Morel était reconnaissable, claire, arrogante. Tant que tout passe par le Luxembourg, aucun juge ne remontera la piste. Et Maître Durand fera ce qu'on lui dit de faire. Une autre voix plus basse répondit. Elle commence à poser des questions. Peut-être qu'il faudrait lui rappeler pour qui elle travaille. Un silence pesant suivit. Le moine coupa le son. Personne ne parla pendant un moment. Charrier, les bras croisés, fixa l'écran comme s'il venait d'entrevoir la ligne rouge qu'il venait de franchir. Ce n'était plus une affaire de meurtre isolé. C'était un système. Une mécanique huilée de corruption, de blanchiment et de menaces. Et Camille Durand, en décidant de creuser, avait mis le doigt sur la faille. Charrier prit une décision immédiate, copier le contenu sur un disque externe et le mettre sous scellé. Mais avant cela, il visionna le dernier dossier. Un unique fichier vidéo, flou, mal cadré. On distinguait une pièce sombre, un bureau, un homme debout, de dos. Sa voix, plus claire cette fois, fit frissonner tout le monde. Si elle parle, on la fait taire. Pas de traces, rien. Puis la vidéo s'interrompt brusquement, la salle resta silencieuse, le visage de Charrier s'assombrit. « On vient de comprendre pourquoi elle est morte », murmura-t-il. Le lendemain, il convoqua Élise. Elle ignorait tout du contenu de la clé. Lorsqu'il lui fit écouter l'enregistrement, elle porta la main à sa bouche. Blême, mon Dieu, elle savait ? Elle savait qu'ils iraient jusque-là. Elle raconta alors un détail qu'elle n'avait jamais osé mentionner. 3 jours avant le meurtre, Camille lui avait confié que quelqu'un l'avait contacté pour négocier son silence. Elle m'a dit qu'ils avaient proposé de l'argent, beaucoup, et qu'elle avait refusé. Charrier sentit une colère froide monter en lui. Ce n'était plus une enquête. C'était une lutte contre quelque chose de plus vaste, plus ancien, plus enraciné que tout ce qu'il avait affronté jusqu'ici. Pendant ce temps, Jean Morel, convoqué de nouveau, arriva accompagné de son avocat et d'un attaché de presse. L'audition tourna vite à l'affrontement. « Vous avez été enregistré, monsieur Morel. Votre voix figure sur un fichier où vous évoquez la victime. » Morel esquissa un sourire glacé. « Vous croyez vraiment que je parle librement de crimes sur un enregistrement ? C'est ridicule. » « Ce n'est pas ridicule, c'est compromettant.
Vous n'avez aucune preuve d'authenticité. Je n'étais pas là. Vous savez très bien que tout ça peut être monté. Charrier claqua le dossier sur la table. L'avocat de Morel protesta, exigea la suspension immédiate de l'interrogatoire. Le capitaine savait qu'ils jouaient à la montre. Ils avaient des relais puissants. Et dans les couloirs du commissariat, les premiers murmures commencèrent à circuler. Certains supérieurs voulaient lui retirer l'affaire. Trop sensible. Trop politique. Le soir même, Charrier reçut un appel anonyme sur son portable personnel. Une voix d'homme, posée, calme. « Laissez tomber, capitaine, vous ne pouvez pas gagner. » Puis un clic, la ligne se coupa. Le lendemain matin, la clé USB disparut. Le moine, paniqué, affirma l'avoir rangée dans le coffre scellé du bureau. Aucune trace d'effraction, aucun enregistrement de caméra. Juste vide. Charrier comprit aussitôt. Quelqu'un, à l'intérieur même de la police, couvrait le dossier. La rage lui serra la gorge, tout ce travail, toutes ces preuves, effacées, comme si Camille n'avait jamais existé. Mais il restait une lueur d'espoir. Le moine, par précaution, avait créé une copie partielle des fichiers la veille sans le dire à personne. Elle tendit la clé à Charrier en murmurant « Si vous tombez, que ça ne tombe pas avec vous ». Il la rangea dans la poche intérieure de sa veste. Désormais, cette affaire n'appartenait plus à la justice officielle. Elle entrait dans une zone grise où la vérité se payait au prix fort. Le soir, en quittant le commissariat, Charrier sentit une voiture le suivre sur plusieurs kilomètres. Il changea de direction 3 fois, prit un détour par les quais, puis s'arrêta sous un pont. Les phares laissant derrière lui s'éteignirent, puis la voiture fit demi-tour. Il comprit qu'il savait qu'il savait. Ce soir-là, il ne rentra pas chez lui. Il prit une chambre dans un hôtel anonyme, sortit la clé de sa poche et la posa sur la table. Dans le silence de la pièce, il pensa à Camille, à son obstination, à son courage. Elle avait refusé de se taire, et maintenant, c'était à lui de parler. Mais à cet instant précis, il sentit que la frontière entre enquêteur et victime s'effaçait lentement. Parce qu'à partir de maintenant, celui qui cherchait la vérité devenait, à son tour, une cible. La nuit suivante fut interminable pour le capitaine Charrier. Dans la chambre d'hôtel où il s'était réfugié, le tic-tac de l'horloge semblait battre au rythme de son angoisse. Il avait passé des heures à examiner le contenu de la clé copiée par le moine, notant chaque nom, chaque transaction, chaque voix. Plus il avançait, plus il comprenait que Camille Durand n'avait pas été seulement victime d'une vengeance personnelle, mais qu'elle avait déclenché sans le vouloir une onde de choc capable d'ébranler des sphères du pouvoir. À l'aube, il sortit dans les rues désertes. L'air était froid, humide, et Paris, sous le ciel gris, paraissait étrangement muette. Il s'arrêta dans un café près de la gare de Lyon, ouvrit son carnet et écrivit 3 mots « Elle avait raison ». Le même matin, au commissariat, la nouvelle circulait discrètement. Charrier avait disparu. Officiellement, il était en congé. Officieusement, certains le soupçonnèrent de garder pour lui des éléments de l'enquête. Dans les étages supérieurs, on murmurait qu'il risquait d'être dessaisi du dossier. Pendant ce temps, Élise Martin fut convoquée une nouvelle fois. Elle semblait épuisée, comme vidée. Ses yeux rouges trahissaient des nuits sans sommeil. « Je ne comprends pas pourquoi on s'acharne sur elle », dit-elle d'une voix brisée. Camille ne voulait qu'une chose, la vérité. Mais au fond, elle savait que ce genre de vérité, lorsqu'il touche à l'argent et à l'influence, se paye cher. Charrier, de son côté, rencontra le moine dans un parking souterrain à l'abri des regards. Elle lui remit une enveloppe contenant des copies de mails récupérés sur le serveur du cabinet de Camille. L'un d'eux, daté de 2 semaines avant le meurtre, provenait d'une adresse inconnue. « Si vous continuez, nous n'aurons plus le choix ». Le ton était menaçant, sans ambiguïté, et pourtant, Camille n'avait rien dit à la police ni même à Élise. Elle avait préféré agir seule, comme si elle savait déjà que personne ne la croirait. Dans les jours qui suivirent, Charrier tenta de contacter un magistrat de confiance, un ancien collègue, pour lui transmettre une copie de la clé. Mais avant qu'il ne puisse le faire, son téléphone sonna. Une voix féminine, étrangère, calme. « Capitaine Charrier, nous savons ce que vous détenez. Rendez-le, et tout s'arrêtera là. Qui êtes-vous ? Quelqu'un qui vous évite des ennuis ? Vous avez 3 jours. » La ligne se coupa net. Ce fut le début du basculement. Le lendemain, un incendie se déclara dans un bureau annexe de la brigade criminelle, celui où étaient de conserver les pièces secondaires du dossier Durand. Officiellement, un court-circuit. Officieusement, un avertissement. Dans les cendres, on retrouva quelques fragments d'archives carbonisées, dont une page signée du nom de Jean Morel. Charrier comprit qu'ils étaient désormais à découvert. Le soir même, il retrouva Élise dans un café discret du 12e arrondissement. Elle tremblait. « On m'a suivi, Benoît. Depuis 2 jours. Je crois qu'ils savent que j'ai parlé. » Il posa une main sur la sienne. « Vous devez partir, Élise. Quittez Paris. Ce n'est plus une affaire judiciaire. C'est une chasse. Et vous ? Moi, je dois terminer ce qu'elle a commencé. » Dans la poche intérieure de son manteau, la clé USB lui brûlait la peau. Il rentra à l'hôtel, mais quelque chose l'alerta immédiatement. La serrure portait des traces récentes et presque invisibles. Il entra lentement, l'arme à la main. Rien ne semblait déplacé, mais il sentait cette présence, ce désordre imperceptible des lieux visités. Sur la table, un seul objet avait changé de place.
le carnet de Camille. Ouvert à une page qu'il n'avait pas encore lue. 3 lignes écrites à la hâte, ils m'ont trouvé. Si quelqu'un lit ceci, qu'il sache, ce n'est pas un accident. Morel n'est pas seul. Charrier referma le carnet, le glissa dans sa veste. À cet instant, il sut que Camille avait anticipé sa propre mort. Elle avait tout prévu, sauf jusqu'où ils iraient. La nuit tomba. Paris s'illumina sous la pluie fine. Il marcha longtemps, sans but précis, jusqu'à se retrouver devant le palais de justice, désert à 7 heures. Sous les colonnes, il resta immobile, observant les lumières qui dansaient sur la Seine. C'était là que tout avait commencé. C'était là aussi que tout devait finir. Soudain, un bruit sec retentit derrière lui. Il se retourna. Une silhouette sombre, capuche relevée, se tenait à une dizaine de mètres. Charrier dégaina, mais la silhouette s'enfuit aussitôt dans la ruelle adjacente. Il se lança à sa poursuite, traversant la rue glissante, les pas résonnant sur les pavés. La course dura à peine 1 minute, puis un coup violent à l'arrière de la tête le projeta contre un mur. Le monde bascula dans le noir. Lorsqu'il reprit connaissance, il était étendu sur le sol humide, un goût métallique dans la bouche. Son arme avait disparu. Sa poche intérieure était vide, la clé USB aussi. Il resta là quelques secondes, hébété, avant de comprendre. Ils avaient tout repris, tout effacé. Une voiture démarra non loin. Il leva la tête juste à temps pour voir les feux rouges disparaître au bout du quai. Puis plus rien, le silence, la pluie et ce sentiment d'échec absolu. Plus tard, au commissariat, il déclara une agression sans donner de détails. Il savait qu'aucune plainte n'irait loin. Ceux qui l'affrontaient n'étaient plus de simples suspects. C'était un système, invisible, protégé, enraciné jusque dans les institutions. Ce soir-là, il rentra chez lui pour la première fois depuis 1 semaine. L'appartement lui parut étranger. Il s'assit dans l'obscurité, alluma une cigarette et contempla les reflets des gyrophares qui passaient au loin. Camille Durand était morte parce qu'elle avait voulu dénoncer une corruption d'État. Et lui venait de perdre la seule preuve capable de le prouver. Mais il ignorait encore qu'une autre copie existait. Pas dans les mains de la police ni des coupables, mais quelque part entre Paris et Lyon, dissimulée par celle qui connaissait Camille mieux que quiconque, Élise Martin. Et tandis que Charrier sombrait dans la fatigue, une femme dans un train de nuit serrait dans sa main un petit boîtier métallique dissimulé sous un foulard. 3 jours après l'agression du capitaine Charrier, Paris semblait reprendre son rythme indifférent. Les journaux n'évoquaient plus que brièvement l'affaire Durand, reléguée dans les pages intérieures. Un meurtre encore inexpliqué, comme il y en a tant. Les regards s'étaient déjà tournés vers d'autres drames, d'autres scandales, mais dans les bureaux feutrés de la brigade criminelle, le silence avait quelque chose d'anormal. On avait retiré l'affaire à Charrier, officiellement pour fatigue professionnelle, officieusement parce qu'il en savait trop. Les scellés du dossier furent transférés au parquet, les preuves classées dans un carton anonyme. Les conversations entre Morel et Camille, les relevés, les photos, tout avait disparu du serveur. Un effacement propre, méthodique. Charrier en eut la confirmation le jour où il tenta de rouvrir le fichier audio des enregistrements. Un message s'afficha, accès refusé, document inexistant. Il resta de longues minutes face à l'écran vide, le visage dur, le regard vide. Ils avaient les gagnés. Mais c'était sans compter sur Élise. Depuis le soir de leur dernière rencontre, elle avait quitté Paris. Elle avait pris un train pour Lyon, où vivaient les parents de Camille. Elle ne leur avait rien dit de précis, seulement qu'elle devait leur remettre quelque chose que Camille aurait voulu qu'ils gardent. Assise dans le wagon de nuit, elle tenait serré contre elle un petit boîtier argenté. Parfois, elle le glissait dans sa poche, parfois sous son manteau. Elle ne dormait pas, fixant le reflet tremblant de son visage sur la vitre. Chaque station traversée lui semblait un pas vers le danger. À son arrivée assez le matin, elle fut accueillie par la mère de Camille, une femme fatiguée mais d'une douceur bouleversante. « Vous étiez son amie la plus proche, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle. « Oui, elle comptait beaucoup pour moi. » Elles s'assirent dans le salon modeste, baigné d'une lumière pâle. Élise hésita longuement avant de sortir la clé. « Camille m'a confié ça. Elle m'a dit de vous la donner si elle ne revenait pas. » Madame Durand prit la clé dans ses mains tremblantes. Ses yeux se remplirent de larmes. Elle savait qu'on voulait lui faire du mal. Elle me l'avait dit, au téléphone, je n'ai pas voulu y croire. Elles restèrent silencieuses un moment. Puis Élise reprit. Il faut que ce contenu soit remis à quelqu'un de confiance. Un journaliste, peut-être. Quelqu'un qui ne se laissera pas acheter. La mère de Camille acquiesça lentement. Elle connaissait quelqu'un. Un ancien camarade de sa fille, devenu reporter d'investigation. Il travaillait aujourd'hui pour un média indépendant spécialisé dans les affaires judiciaires. Son nom, Julien Vernet. Le soir même, Élise le contacta. Il accepta de la rencontrer le lendemain dans un café près de la Pardieu. Pendant ce temps, à Paris, Charrier était convoqué au siège de la direction. Un supérieur hiérarchique l'attendait dans un bureau vitré. « Benoît, on va être clair, tu es trop impliqué. Ce dossier n'est plus de ton ressort. C'est donc comme ça qu'on enterre un meurtre, en classant tout pour protéger des gens que vous connaissez? Tu deviens parano, ce n'est pas bon pour ta carrière. »
Ma carrière? Il n'y a pas de carrière quand une avocate est étranglée dans son salon et qu'on efface les preuves. Le supérieur le fixa froidement. Fais attention à ce que tu dis. Il y a des choses qu'on ne peut pas comprendre seul. Laisse les choses suivre leur cours. Charrier se leva sans un mot. Il avait compris. L'institution elle-même servait de mur de protection à ceux qu'il tentait d'exposer. Il sortit dans la rue, alluma une cigarette. Le vent froid d'octobre giflait son visage. Il pensa à Camille, à son courage, puis à Élise. Il devait la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. À Lyon, le rendez-vous avec le journaliste eut lieu comme prévu. Vernet écouta attentivement le récit d'Élise, son visage se durcissant à mesure qu'elle évoquait les noms, les preuves, la disparition du matériel. Si ce que vous dites, oui c'est vrai, c'est explosif. Mais il faut vérifier tout ça avant de publier. Je vous donne la clé, faites-en ce que vous devez. Mais promettez-moi que le nom de Camille ne sera pas sali. Je vous le promets. Ce soir-là, Vernet copia le contenu sur plusieurs serveurs sécurisés. Il écouta les enregistrements, lut les courriels, examina les documents. À mesure qu'il avançait, il comprenait qu'il tenait entre ses mains de quoi faire trembler des ministères entiers. Mais il ignorait qu'il était déjà suivi. 2 hommes, dans une voiture noire, observèrent le café depuis la rue. Elle l'a donné à quelqu'un, on s'en occupe ce soir. Le lendemain, Élise reçut un appel du journaliste. Sa voix tremblait légèrement. Ce que vous m'avez remis, c'est énorme. Mais il faut qu'on parle de vive voix. Pas ici, pas au téléphone. Ils convinrent d'un rendez-vous le soir même, dans un parc public. Élise arriva la première. Le vent soufflait fort, les lampadaires grésillaient. Elle attendit 20 minutes. Personne ne vint. Lorsqu'elle décida enfin de partir, son téléphone vibra. Un message inconnu. Ne bougez plus. Son cœur s'emballa. Elle leva les yeux, aperçut, au bout de l'allée, 2 silhouettes immobiles. Pendant ce temps, à Paris, Charrier reçut un appel d'un numéro masqué. Une voix qu'il reconnut aussitôt, celle de Vernet. « Capitaine, je crois qu'on me suit. Si vous ne me rappelez pas dans 10 minutes, c'est qu'il est trop tard. » Puis la ligne coupa net. Charrier bondit hors de sa voiture. Il savait qu'il devait agir vite. À Lyon, sous la pluie fine, Élise courait désormais à travers le parc. Les 2 hommes la suivaient à distance. Elle trébucha, se releva, le souffle court. Elle serrait la clé dans sa main comme un talisman. Elle la lança soudain dans une bouche d'égout, juste avant qu'une main ne la grippe par le bras. Le choc fut brutal. Un cri étouffé, puis le silence. Quand la police retrouva la scène 1 heure plus tard, il n'y avait plus personne, pas de corps, pas de traces de lutte, juste un manteau trempé, abandonné sur un banc. Et dans le caniveau, dissimulé sous la grille rouillée, la clé USB intacte, protégée par sa coque métallique. La preuve ultime, le dernier héritage de Camille Durand. Le matin qui suivit la disparition d'Élise Martin, un brouillard dense enveloppait Lyon. La ville semblait figée, comme suspendue entre la peur et le silence. Au commissariat central, les agents parlaient à voix basse d'une disparition inquiétante, sans encore faire le lien avec l'affaire Durand. Seul un homme, à plusieurs centaines de kilomètres de là, comprit immédiatement. Quand le capitaine Charrier apprit la nouvelle, il resta muet de longues secondes. Puis il écrasa lentement sa cigarette, se leva et murmura simplement « Il recommence ». Il savait qu'Élise détenait la seule preuve restante. Il savait aussi qu'elle n'avait pas pu disparaître volontairement. Quelqu'un l'avait fait taire. Mais ce que ni la police lyonnaise et ni même les agresseurs d'Élise n'avaient remarqué, c'est que la clé USB n'était pas entre ses mains lorsqu'elle s'était volatilisée. Elle reposait, invisible, sous une plaque d'égout à quelques mètres du parc. 2 jours plus tard, une pluie battante s'abattit sur la ville. L'eau ruisselait dans les caniveaux, poussant la clé plus loin jusqu'à la grille d'un atelier municipal. Là, un ouvrier la découvrit par hasard en nettoyant les déchets bloqués. Intrigué, il la glissa dans sa poche avant de l'oublier pour le reste de la journée. Pendant ce temps, Charrier, désormais suspendu officieusement, travaillait seul. Il avait quitté son appartement, changeant de numéro, dormant chaque nuit dans un lieu différent. Son visage portait la fatigue des hommes traqués, mais sa détermination restait intacte. Dans un vieux carnet, il reconstituait la chronologie. Camille découvre un réseau de blanchiment. Elle enregistre les preuves. Morel ordonne son élimination. Élise tente de transmettre la clé, disparition. Tout menait au même point, Jean Morel. Mais sans preuve, il ne restait que des soupçons. Et les soupçons dans ce monde ne valent à rien face au pouvoir. C'est alors qu'un message anonyme arriva sur sa boîte mail. « Je sais ce que vous cherchez. Rendez-vous à Lyon. Café du Rhône, demain 10h. Pas de signature, pas de pièce jointe. » Charrier hésita un instant, puis prit le premier train du matin. Le lendemain, il entra dans le café presque vide. L'air sentait le café brûlé et le tabac froid. Une femme était assise au fond, capuche rabattue, le visage dissimulé. Lorsqu'il s'approcha, elle leva les yeux. « Vous ne me connaissez pas, mais je connaissais Camille. Je travaillais pour Morel Capital. » Charrier s'assit lentement. « Continuez. Elle avait raison. Tout ce qu'elle a découvert est vrai. »
des transferts d'argent vers des comptes liés à des élus, des juges, même des officiers. Elle voulait le dénoncer. Ils l'ont fait taire. Pourquoi venir à moi? Parce qu'ils me feront taire, moi aussi, et parce que j'ai entendu parler d'une clé. Charrier sentit son cœur s'accélérer. Vous savez où elle est? Non, mais quelqu'un la retrouvera. Les systèmes qu'il contrôle sont immenses, mais pas parfaits. Il suffit d'une erreur. Avant qu'il ne puisse en dire plus, un bruit de verre brisé retentit à l'extérieur. La femme pâlit. Ils nous ont suivis? Partez. Maintenant. Charrier se leva brusquement, mais la femme était déjà sortie par la porte arrière. Dans la rue, il n'aperçut qu'une voiture noire qui s'éloignait à vive allure. Il rentra à son hôtel, les nerfs à vif. L'étau se resserrait. Il comprenait désormais qu'il n'affrontait pas seulement un homme d'affaires corrompu, mais une structure entière. Un réseau où se mêlaient argent public, justice et menaces. Il savait aussi qu'il lui manquait un élément pour tout relier. Le lendemain matin, le hasard s'en chargea. L'ouvrier municipal qui avait trouvé la clé la donna à son fils, un étudiant en informatique. Par curiosité, le jeune homme la connecta à son ordinateur. En quelques secondes, il comprit qu'il venait de tomber sur quelque chose d'énorme, des fichiers cryptés, des noms, des conversations. Paniqué, il chercha sur Internet un nom qu'il avait entendu dans les journaux, Capitaine Charrier Affaires Durand. Il trouva une adresse d'email dans un article et écrivit un message simple. « Je crois avoir trouvé quelque chose qui vous appartient. » 2 heures plus tard, Charrier prenait la route pour Lyon. Le rendez-vous eut lieu dans un petit appartement d'étudiant à Villeurbanne. Le garçon tremblant posa la clé sur la table. « Je ne veux pas d'histoire, monsieur. Vous n'en aurez pas. Vous venez de sauver plus qu'une enquête. » Charrier copia immédiatement les données sur son propre disque, puis remit la clé à l'étudiant pour qu'il la jette ailleurs. Il ne devait plus exister de traces. De retour dans sa chambre, il ouvrit un fichier intitulé « Preuve et fin ». Cette fois, tout y était. La comptabilité truquée, les noms des bénéficiaires, les conversations entre Morel et ses partenaires, les liens avec plusieurs membres du ministère. Et à la fin, un document explosif. Un plan de redistribution illégale de fonds publics validé par la signature d'un haut fonctionnaire. Charrier resta immobile, le souffle coupé. Il venait de comprendre pourquoi tout le monde voulait que cette affaire disparaisse. Il envoya une copie des fichiers à un contact de confiance au sein de la presse, sans se nommer. Puis, il rangea tout dans une clé chiffrée qu'il conserva sur lui. Mais la réaction fut rapide. À peine quelques heures plus tard, son téléphone vibra. Un message, sans expéditeur. « Vous avez fait une erreur. » Puis quelques secondes après, la lumière de sa chambre s'éteignit. Il se jeta au sol au moment précis où la vitre éclata. Un impact sec, précis comme une balle. Une deuxième suivit, puis le silence. Quand il se releva, haletant, il savait qu'il n'y avait plus de retour possible. Ce n'était plus une enquête. C'était une guerre. Et dans l'ombre de cette guerre, un nom continuait à flotter comme une menace obsédante. Jean Morel. Celui qui, pour sauver son empire, n'avait pas hésité à faire tuer une avocate, puis à faire disparaître tous ceux qui avaient tenté de lui survivre. Mais il ignorait encore que la vérité, cette fois, avait déjà commencé à se propager. Le 14 novembre, à l'aube, Paris se réveilla sous un ciel d'un gris uniforme. Dans les couloirs du palais de justice, la tension était palpable. Les journalistes s'étaient amassés dès les premières heures devant les grilles du tribunal. Après plusieurs semaines d'investigation, Jean Morel devait comparaître pour la première fois, mis en examen pour corruption aggravée, blanchiment et entrave à la justice. Mais derrière la mise en scène judiciaire, Charrier savait que le combat était loin d'être gagné. Ce procès, il n'aurait jamais dû avoir lieu. Sans les fuites dans la presse, sans le courage d'un jeune reporter qui avait décidé de publier une partie des documents transmis anonymement, l'affaire Durand aurait été classée. En 3 jours, les révélations avaient enflammé les réseaux, déclenché une onde de choc politique. Le nom de Camille Durand revenait dans chaque article, comme symbole d'une vérité qu'on avait voulu faire taire. Dans les bureaux du parquet, on s'efforçait de donner une apparence de maîtrise. Officiellement, il s'agissait d'une simple enquête financière complexe. Officieusement, tout le monde savait que le scandale était désormais trop visible pour être étouffé. Plusieurs des fonctionnaires avaient été discrètement mutés, des juges placés en congé forcé, des comptes gelés. Charrier, lui, assistait à la scène depuis une salle voisine. Il n'était plus capitaine, suspendu sans traitement depuis 2 semaines, mais il s'en moquait. Tout ce qu'il voulait, c'était voir Morel face au juge. Voir cet homme qui avait ordonné sans trembler la mort d'une femme trop honnête. Lorsque Morel entra dans la salle, encadré par 2 gendarmes, il avait toujours cette élégance glaciale, ce sourire ironique qu'aucune mise en examen ne semblait ébranler. Il s'assit, ajusta sa cravate et jeta un regard rapide vers la presse. Ses avocats, 3 en tout, prirent aussitôt la parole. « Nous contestons l'ensemble des accusations. Mon client est victime d'un montage. » Le juge d'instruction, un homme austère au visage taillé par les nuits blanches, l'interrompit sèchement. « Monsieur Morel, nous avons des enregistrements audio
des preuves de transfert bancaire, des témoignages concordants. Que répondez-vous à cela? Que ces preuves ne valent rien, qu'elles ont été obtenues illégalement et manipulées par un policier suspendu et des journalistes militants. Charrier sentit un sourire amer naître sur ses lèvres. Morel n'avait pas changé. Toujours cette arrogance tranquille, cette certitude que tout s'arrange quand on connaît les bonnes personnes, mais cette fois, quelque chose était différent. Dans le public, au 3e rang, un jeune homme observait la scène avec attention. Il s'appelait Léo Perrin, étudiant lyonnais, celui qui avait trouvé la clé USB. Après de longues hésitations, il avait accepté de témoigner. Sa présence, discrète, rappelait que le hasard avait parfois plus de courage que les institutions. L'audience dura plus de 3 heures. Les avocats de Morel multiplièrent les objections, les reports, les tentatives de diversion. Mais chaque fois, le juge revenait au même point. Les preuves. Les virements vers des comptes au Luxembourg, les messages d'intimidation, les conversations enregistrées où l'on évoquait clairement le nom de Camille Durand. Quand la bande sonore fut diffusée dans la salle, un frisson parcourut l'assemblée. La voix de Morel, grave, reconnaissable, résonna « Si elle parle, on la fait taire ». Pas de traces. Un silence lourd s'installa. Morel détourna le regard, mais le juge ne laissa aucun répit. « C'est bien votre voix, n'est-ce pas ?»« Non. Un montage. Pourtant, votre propre expert audio a confirmé que la probabilité d'authenticité dépasse 98%. » Un murmure parcourut la salle. Morel pâlit légèrement, puis se renferma dans un mutisme calculé. À la sortie du tribunal, les journalistes encerclèrent Charrier. « Capitaine, vous confirmez que ces documents proviennent de vous ? Je ne confirme rien, je veux juste que justice soit faite. Pas pour moi, pour elle. » Le soir, dans les journaux télévisés, le visage de Camille apparut sur tous les écrans. Sa photo, celle d'une femme souriante, robe noire du barreau, devint l'image d'une vérité qu'on ne pouvait plus enterrer. Des associations d'avocats organisèrent des veillées en sa mémoire. Sur les marches du palais de justice, des bougies furent déposées, des fleurs alignées sous une banderole blanche pour Camille et pour tous ceux qui se sont tus. Mais pendant que la France découvrait le scandale, d'autres forces s'activaient dans l'ombre. 3 témoins clés se rétractèrent soudainement. 2 d'entre eux quittèrent le pays. L'un des experts comptables impliqués dans l'affaire fut retrouvé mort dans sa voiture sur un parking près de Melun. Suicide selon le rapport officiel. Charrier, lui, savait que ce n'en était pas un. Un soir, alors qu'il rentrait à pied, un homme l'attendait à l'entrée de son immeuble. Costume sombre, manteau long, regard neutre. « Vous devriez arrêter de creuser, ce procès va s'éteindre comme les autres. Et si je ne m'arrête pas, alors vous finirez comme elle. » Charrier ne répondit pas. Il le laissa partir, puis monta lentement les escaliers, le souffle court. La menace était claire, mais cette fois, il n'avait plus peur. Le procès reprit 2 semaines plus tard, sous haute surveillance. Les médias parlaient déjà d'une affaire d'État. Morel, désormais acculé, restait impassible. Son avocat tenta de démontrer que Camille Durand avait agi hors de tout mandat professionnel, insinuant qu'elle avait cherché les ennuis. Ces mots glacèrent l'assistance. Le juge l'interrompit aussitôt. « Maître, une victime n'est pas coupable d'avoir dérangé les coupables. » La phrase fit le tour du pays. À la fin de l'audience, Morel fut renvoyé en détention provisoire. Mais tout le monde savait que le combat judiciaire ne faisait que commencer. Il y aurait des appels, des recours, des pressions, peut-être même des disparitions. Charrier sortit du tribunal sans parler. Dans la rue, la pluie recommençait à tomber, fine, presque douce. Il leva les yeux vers le ciel et pensa à Camille, à son courage, à sa lucidité. Elle avait affronté seule ce que tout un système refusait de regarder. Et ce soir-là, pour la première fois depuis des semaines, il eut l'impression qu'elle n'était plus tout à fait morte. Le temps avait passé. L'hiver s'était installé sur Paris, froid, net, indifférent. Les décorations de Noël commençaient à briller dans les rues, contrastant avec l'amertume qui régnait encore dans le monde judiciaire. 3 mois s'étaient écoulés depuis l'ouverture du procès Morel, et déjà l'opinion publique s'était lassée. Les journaux parlaient d'autres crises, d'autres scandales. Mais pour ceux qui avaient connu Camille Durand, le silence restait lourd, presque sacré. Le capitaine Benoît Charrier, lui, n'avait pas quitté la capitale, suspendu de ses fonctions, isolé. Il vivait désormais dans un petit studio près des quais de Seine. Son téléphone restait muet, ses collègues évitaient de l'appeler. Il savait qu'il n'aurait jamais de retour au service. Pourtant, chaque matin, il continuait d'écrire. Non plus des rapports, mais des notes, des réflexions, des fragments de vérité. Dans un carnet usé, il retraçait toute l'affaire, jour après jour, comme pour s'assurer qu'elle ne sombrerait pas dans l'oubli. Sur la première page, une phrase soulignée plusieurs fois « Ce que Camille a commencé ne doit pas mourir avec elle ». Un soir, il reçut un message court, sans signature. « Regardez les journaux de demain ». Le lendemain matin, la une du Monde affichait un titre sec « Révélation ». De nouveaux enregistrements confirment le rôle de Jean Morel dans le meurtre de l'avocate Camille Durand. Le souffle lui manqua.
Quelqu'un, quelque part, venait de continuer le combat. L'article décrivait la découverte d'un lot d'enregistrements inédits envoyés anonymement à plusieurs rédactions européennes. On y entendait des échanges entre Morel et 2 associés, datés de la veille du meurtre. Des voix évoquaient le problème Durand et la nécessité de fermer la porte avant qu'elle ne parle. Ces nouvelles preuves, authentifiées par des experts indépendants, y rendaient impossible toute défense crédible. Morel fut de nouveau convoqué, cette fois pour complicité d'homicide volontaire. La machine judiciaire, longtemps paralysée, se remit en marche, lentement, prudemment, mais pour la première fois depuis des mois, dans la bonne direction. Charrier, seul dans son appartement, posa le journal sur la table et ferma les yeux. Il savait d'où venaient ces enregistrements. Il le savait parce qu'il reconnaissait le style, la précision, la manière discrète mais déterminée Élise Martin. Elle n'était donc pas morte, elle s'était cachée. Et elle avait continué le travail de Camille. Cette idée lui redonna un souffle de vie. Il sortit marcher sur les quais, respirant l'air froid, écoutant le bruit de l'eau contre les péniches. Le vent charriant, l'odeur du fleuve lui rappelait vaguement les nuits d'enquête, les cafés à moitié froids, les cigarettes oubliées. Mais surtout, il lui rappelait le sens de tout ça. La vérité, coûte que coûte. Pendant ce temps, à Lyon, une femme avançait dans une ruelle discrète, un manteau long sur les épaules. Elle entra dans un immeuble ancien, monta 4 étages et s'arrêta devant une porte sans nom. Elle frappa 3 fois. Un homme ouvrit, Julien Vernet, le journaliste qui avait publié les premiers documents. Elle sourit faiblement. « Vous voyez, je suis toujours là. Il vous croyait ? Morte. C'était le but. Élise avait disparu volontairement après le rendez-vous au parc. Aidée par un contact de confiance, elle avait simulé sa fuite, changé d'identité et gardé les copies originales des preuves. Pendant des semaines, elle avait travaillé dans l'ombre, recoupant, classant, sécurisant chaque élément avant de les transmettre à la presse. Camille a risqué sa vie pour ça. Je ne veux pas que tout recommence. Vous avez fait ce qu'il fallait. Grâce à vous, ils ne pourront plus mentir. » Elle acquiesça en silence, puis sortit un petit carnet de sa poche. À la dernière page, quelques mots écrits de la main de Camille. « Si un jour tu lis ceci, c'est que je ne serai plus là. Continue, Élise. Continue à dire ce qu'il cache. » Les larmes lui montèrent aux yeux. Elle referma le carnet avec précaution, comme on ferme une plaie ancienne. Quelques semaines plus tard, le verdict tomba. Jean Morel fut condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Le juge parla d'un crime froid, motivé par la peur de la vérité. Mais la condamnation, aussi lourde soit-elle, laissa un goût d'inachevé. Plusieurs complices présumés n'avaient jamais été inquiétés. Des noms manquaient encore dans les dossiers, et d'autres, plus puissants, restaient tapis dans l'ombre. Le soir du jugement, un vent glacial soufflait sur la place Dauphine. Quelques dizaines de personnes s'étaient rassemblées spontanément avec des bougies. Parmi elles, Charrier, resté à l'écart, observait sans un mot. Une femme s'approcha lentement. Il la reconnut avant même qu'elle ne parle. « Vous êtes vivante grâce à vous. » Ils restèrent silencieux un moment. Autour d'eux, les flammes vacillaient sous le vent. « Elle aurait voulu ça ?» demanda Élise d'une voix douce. « Oui. Pas la vengeance, la vérité. » Ils regardèrent les reflets de la scène quelques instants. Puis, Élise sortit un petit objet argenté de sa poche. La première clé USB, celle qu'elle avait récupérée avant de disparaître. « Qu'est-ce que vous allez en faire ? Rien. » Elle a fait son travail. Maintenant, il faut la laisser en paix. Elle la jeta dans le fleuve. Le métal brilla une seconde avant de disparaître sous l'eau noire. « Vous croyez que tout ça servira à quelque chose ?» demanda-t-elle. « Oui, parce qu'on s'en souviendra. » Et c'est ça, leur vraie défaite. Le vent tourna, emportant les dernières flammes des bougies. Le silence retomba sur la scène, seulement troublé par le bruit régulier de l'eau. Dans le lointain, les cloches de Notre-Dame sonnèrent. Et dans la lumière froide de l'hiver, les visages s'éclairèrent un instant, ceux de ceux qui restent, de ceux qui parlent encore et de ceux qu'on ne pourra jamais faire taire.